faut se souvenir qu'en 2013, le Gratel organisait, le groupe de recherche auquel j'appartiens, organisait une journée d'études sur la mobilité littéraire. J'avais présenté un article sur la possibilité de rapprochement entre les réseaux sociaux numériques, notamment Facebook, et le journal intime. Disons que l'article ou les arguments ne sont pas très vite et très bien passés, mais je tenais une conviction que j'ai voulu ouvrir à un collège, encore une fois, de collègues plus ouverts, d'où l'idée de faire ce colloque, de l'ouvrir au-delà des frontières du Gratel, au-delà des frontières de l'Université d'Abidjan, donc à un public de chercheurs plus ouverts, donc d'Amérique, de France et d'Afrique. Le comité scientifique a joué un très grand rôle. Pourquoi? Parce que ce sont des personnalités universitaires. Des personnalités universitaires qui ont donné un crédit spécial, une mention vraiment spéciale à notre ouvrage parce qu'ils viennent du Canada. On parle du professeur Simon Harel de l'Université de Cocody, avec le professeur Jean-Marie Kouakou, qui est le président du comité scientifique. On parle aussi du professeur Bernard de Meyer, de l'Université du KwaZulu-Natal. Et vraiment, j'en passe et j'en oublie. Elle était diligentée et commandée par des jeunes chercheurs que j'ai en estime et dont j'avais l'assurance qu'ils allaient faire un travail de qualité. Il s'agissait notamment de Paul Agoubli et de Orphée Gorée, qui sont de très bonnes pépites scientifiques. À l'occasion du colloque, nous nous sommes rendus compte que les trois aspects, n'est-ce pas, de l'intimité, de la sociabilité et des écritures de soi sur lesquels nous avions assis justement l'argumentaire du colloque avaient été largement visités par les collègues et dont effectivement la question intimité-extimité avait mobilisé beaucoup de nos collègues. Personnellement, j'ai adossé cette question-là précisément au rapport entre le journal intime et Facebook, notamment en essayant de partir de l'intimité vers l'extimité. Pourquoi? Parce qu'il fallait, de mon point de vue, casser un certain nombre d'a priori qui tiennent aujourd'hui, et c'est vraiment l'ironie de la chose, qui tiennent pour sacrer désormais le journal intime dès lors qu'on veut le présenter, le comparer ou établir des parallèles avec les réseaux sociaux numériques. Or, il se trouve que le journal intime lui-même a fait l'objet de la même ou des mêmes levées de boucliers, notamment autour au milieu du XVIIIe siècle, dès lors que le pré-romantisme pointait son nez et donc a été décomplexé plus tard dans une société puritaine comme la société française. Et aujourd'hui, un espace comme Facebook décomplexe, démocratise cette intimité, mais qui n'est pas au fond en soi et qui n'a jamais été au fond en soi une intimité, une expression de l'intimité, mais plutôt un jeu de miroir où l'extimité justement se présentait. Alors, les trois ou quatre principes sur lesquels justement on assoit ce que Béatrice Didier appelle le romantisme délavé sont l'idée que le journal intime serait caché, l'idée également que le journal intime serait sérieux alors que les réseaux sociaux sont réputés badins, pas sérieux. L'idée aussi, mettons que justement, mettons que l'auteur se parle à lui-même, alors que le dédoublement, le jeu du dédoublement a toujours justement vécu à l'intérieur de l'intimité du journal intime. Alors, si on suit Béatrice Didier, qu'on suit Jean-Philippe Miro, qui sont deux chercheurs français, on se rend compte effectivement qu'il faut revisiter la question de l'intimité, qu'en réalité, elle n'a jamais été au centre de la question des écritures de soi. Nous voulons dire merci aux contributeurs, nous voulons vraiment leur tirer le chapeau parce que c'était quelque chose de vraiment bien mené, bien pensé, bien réfléchi. Mon article s'appuie sur 3 romans de science-fiction. Je montre tout le processus, en fait, comment l'auteur anticipe et comment son anticipation finit par impacter la réalité et puis influencer toute la société. Comment ce monde virtuel-là, ce monde fictionnel devient la réalité. La démarche a consisté en la sélection d'un certain nombre de copies de l'épreuve de français des élèves candidats
les uns admis, les autres non admis, mais ils ne savent pas que nous avons sélectionné les copies. Au vu de l'évaluation du bac, il y a des copies qui portent des notes très faibles et des copies qui portent des notes également élevées, des copies qui portent des notes moyennes. Nous avons sélectionné l'ensemble de ces copies que nous avons remis à des enseignants de français pour que cette fois-ci, ils ne mettent pas des notes, mais qu'ils fassent ce qu'on appelle l'évaluation critériée. Il s'agit de repérer dans ces copies-là les fautes de langue. Parallèlement, nous avons photocopié les mêmes copies que nous avons remis à des élèves que nous avons sélectionnés au vu d'un questionnaire, ceux qui pratiquent les réseaux sociaux et ceux qui ne pratiquent pas les réseaux sociaux. Dans les différents ouvrages, on voit que les personnages principaux se déconnectent carrément de la vraie vie et ils finissent par mourir. Leur corps qu'ils délaissent, le corps, la chair qu'ils délaissent dans le monde réel se détruit. Ils l'abandonnent totalement pour vivre l'extase du virtuel. Et aujourd'hui, on voit des personnes qui sont vraiment entre griffes accros au monde virtuel et qui se laissent happer par l'univers virtuel et qui ne vivent plus véritablement, qui se déconnectent carrément de la réalité. Ce que j'ai constaté, c'est que les élèves qui appartiennent aux réseaux sociaux, lorsqu'ils doivent évaluer les copies, ils sont moins attentifs aux fautes de langue, notamment l'orthographe, la grammaire, et ce qui est plus épatant, les fautes de syntaxe. Et nous avons compris que probablement, cela pourrait avoir son origine à travers la pratique sur les réseaux sociaux. J'ai réfléchi sur la question de l'extranéité littéraire dans le roman français. Internet va redéfinir un territoire littéraire, un nouveau territoire qui, pour les uns, peut être, je vais dire, familier, pour les autres, vraiment, ils prennent avec des pincettes. Mon article s'intéresse aussi aux réseaux sociaux qui sont une réalité et puis interpelle quelque part le lecteur sur certains dangers des réseaux sociaux. Je voudrais interpeller et les enseignants, et les parents, et même nos jeunes gens, nos jeunes frères qui sont dans les lycées et collèges. Aujourd'hui, c'est un moyen de communication incontournable, mais attention, attention, puisque ce que j'ai observé, c'est qu'il commence à avoir une corrélation entre le niveau de langue et la pratique des réseaux sociaux. Je crois que l'un des principaux mérites et d'un grand mérite de cet ouvrage, comme dirait Michel Serres, je dirais qu'on nous a trop longtemps appris à nous aimer les uns les uns. Alors il était temps de nous aimer les uns les autres, de faire croiser les disciplines, les sciences. Cette double sémiotique était intéressante à étudier. Elle a vraiment été étudiée de mon point de vue par la plupart des textes. J'ai lu la plupart des textes. Et ça nous permet de voir comment investir le visuel à part, comment investir le textuel à part, mais comment investir l'un dans l'autre surtout. C'est tout ça qui me semble quand même assez intéressant. C'est un ouvrage qui, pour moi, doit faire référence. On a un imaginaire des réseaux sociaux, mais ce document va vous donner la pratique des réseaux sociaux sous différentes coutures, que ce soit psychologique, littéraire, sociologique et même linguistique. Pour le lecteur intéressé par les lettres, c'est pour une occasion de comprendre que la littérature n'est pas qu'abstraction. Et par là, il entre aussi dans les problèmes de société, les problèmes sociaux. C'est un vrai problème social. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose de contemporain, de social. Donc je crois que le lecteur tiendra en ses mains quelque chose qui lui est utile, parce qu'il lui permet de comprendre un fait de société. Et c'est sur la base, effectivement, du fait que les réseaux sociaux ne s'offrent pas si facilement au travail de cognition, au travail d'interprétation, au travail de connaissance simplement, que nous sollicitons également les lumières du lecteur qui devra, comme nous, faire cet effort de compréhension de ces phénomènes pour le positiver, pour faire en sorte qu'il échappe de plus en plus à la fortune, au hasard, et que notre pratique sur ces différentes plateformes soit une pratique informée, soit une pratique d'une connaissance qui se connaît, d'une forme de conscientia pour nous permettre de faire le moins d'erreurs possible.